Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler de Natacha Polony qui nous fait un cours sur le libéralisme et le néolibéralisme et pourquoi les tenants du système, entre guillemets, ont intérêt à maintenir la confusion entre les deux. Donc c'est une Oui. vidéo assez longue qui fait 13 minutes. Et l'objet de cette vidéo, là, de notre vidéo, c'est de l'analyser et de voir si elle a raison, tort, si on a des objections à ses propos. Donc, Oui, si tu me permets, c'est effectivement ça. Moi, cette vidéo m'a paru intéressante parce que, pour une fois, elle se met en position un petit peu d'expliquer, de détailler un sujet. C'est bien, ça change de l'actualité. Pour autant, elle a un propos que je trouve, elle se veut très docte, très pédagogue, voire même un peu arrogante quelque part. ouais. Et on va le voir, et il y a des choses qui sont, je trouve, intéressantes, voire pertinentes, et il y en a d'autres qui, à mon avis, ne le sont pas complètement, euh, en essayant d'être objectif. Donc je pense que ça me paraissait intéressant, justement, de jouer son propre jeu, quelque part. Bah oui, oui, on va lui, comme dans la vidéo, on verra, elle nous fait un cours sur le néolibéralisme, donc on va essayer aussi peut-être pas de faire un cours, mais au moins de répondre à ses propos. Donc on va, Oui, montrer parfois qu'elle n'a pas la cohérence qu'elle prétend avoir, quelque part. ouais. Donc on va commencer. Donc on va déjà commencer par le tout début de l'interview. Enfin, de l'interview, elle est toute seule, hein. Allez, c'est parti. Mardi 1er décembre, dans sa chronique économique sur France Inter, Dominique Seux expliquait à quel point il était aberrant de dire qu'il y aurait en France du libéralisme, de l'ultralibéralisme ou du néolibéralisme, ce qui est rigoureusement la même chose pour lui, alors que nous sommes bien évidemment dans un pays socialiste, étatisé. La preuve, on a les plus grosses dépenses, on a des impôts, bref, tout ça est épouvantable. Fermez le banc. C'est à peu près le même raisonnement que suivait Étienne Gernel quelques jours avant dans l'émission politique. Le patron du Point, même chose, nous disait « Mais enfin, c'est ridicule, il n'y a pas de néolibéralisme. La preuve, il y a des impôts et de l'administration. » Alors on va refaire un petit cours, parce que visiblement, il y a des choses qui ont du mal à rentrer. Et il s'agit de distinguer les concepts, mais non pas pour le plaisir de sodomiser les diptères, mais parce qu'il existe une théorie sur le néolibéralisme qui permet d'identifier ce courant et son application historique et qui distingue le néolibéralisme du libéralisme. Alors déjà, est-ce que ça te dit quelque chose, cette distinction-là, juste pour commencer, Bon, ben, sur le libéralisme et le néolibéralisme? oui, si tu me permets d'abord Ouais. de commenter, je vais te répondre, Ouais, mais je trouve cette mise en jambe, si tu veux, déjà d'une totalité quelque part intéressante, quoi. Elle prend un ton très professoral, très arrogant quand même, hein. ouais, ouais. Ça commence sur mais non, mais non, mais non, la France n'est pas socialiste. On peut pas dire juste comme ça que la France n'est pas libérale parce qu'elle serait socialiste. Donc elle est déjà un petit peu dans la contestation du caractère socialiste de la France. Après, elle prend l'argument du libéral et du néolibéralisme, on va y venir. Mais il y a quand même une posture très docte au début, disant mais enfin, on ne peut pas se contenter de dire que parce qu'il y a des impôts, parce qu'il y a de la bureaucratie, on est forcément dans le socialisme. Ben, si, madame, je pense que justement, en l'occurrence, c'est le cas. Voilà. Maintenant, après, la question de savoir si néolibéral et libéral, c'est la même chose, on va y venir. Mais clairement, oui, on est bien dans un pays socialiste. Et je pense même qu'on tend vers le communisme en ce moment. Ouais. Alors ensuite, pour te répondre, on va faire un petit cours, puisqu'elle dit qu'ils vont faire un petit cours. Je, je, Ce que je regrette, c'est qu'on va voir qu'elle ne fait pas vraiment un cours sur le libéralisme. Ouais, On va y venir. ouais, je voulais pas le dire tout de suite. Ouais, mais si, je Mais pense que c'est un point c'est un point clé, moi je trouve. important, c'est je pense qu'elle sait ce que c'est. On peut présager par la vidéo qu'elle le sait, mais elle ne le dit à aucun moment. Ouais, Elle jamais elle se ne focalise, définit. elle se focalise sur un néolibéralisme, pourquoi pas, hein. Mais toi et moi, on a déjà fait par exemple une vidéo sur le néolibéralisme avec une vidéo sur Barbara Stiegler, ouais, Stiegler, Barbara Stiegler. Ouais.
voilà, qui est censée être une autre experte du sujet, que nous avons critiqué tout autant. On nous a critiqué de l'avoir critiqué. Sans nous dire en quoi on avait tort. On nous a dit, elle a écrit des choses très bien sur le sujet, mais on nous a jamais dit quoi. C'est vrai, mais ce qui, moi, m'interpelle et m'intéresse ici, c'est, tu vois, de Barbara Stiegler, elle donne une théorie du néolibéralisme, elle se positionne comme une experte. Bon. Et quand tu écoutes ce qu'elle dit quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que Natacha Polony va nous présenter pendant la vidéo. Donc, mon point consiste à dire, elle dit qu'il existe une théorie du néolibéralisme, on va le voir. Moi, je prétends qu'il y en a pratiquement autant que d'intervenants, que le néolibéralisme est quelque chose qui est fortement non défini. Natacha va nous en faire sa version, pourquoi pas. Mais comme elle dit, c'est une théorie, il y en a une foule. Et pour moi, cette foule de théories suffit à dire qu'en fait, le néolibéralisme, je ne sais pas ce que c'est. En fait, c'est rien. C'est ce qu'on veut. Et c'est certainement pas du libéralisme. Et c'est plutôt, pour moi, de manière générale, tous les points communs, ce sont des différentes versions d'un étatisme social Un peu, en fait, les libéraux américains, quoi. En fait, pour moi, le néolibéralisme, aussi. c'est peut-être un peu les libéraux, enfin les socialistes américains qui ont repris le terme libéral et en fait, Oui, ça ne mais veut plus rien dire. c'est vrai, mais ce qui est, je pense, historiquement, il y a malheureusement tout un tas de versions. C'est pas la théorie qu'elle va évoquer, on verra, elle parle plutôt d'un mouvement qui commence au niveau des années 80, Ouais. ce qui n'est pas inintéressant, mais c'est autre chose. Barbara Stiegler parle du colloque Lippmann, donc là on est dans les années, si mes souvenirs sont bons, plutôt 50. Toi, tu évoques le New Deal Roosevelt aux États-Unis, donc c'est encore une autre version. Ça suffit déjà pour identifier 3 versions différentes de ce que tout le monde pourra appeler le néolibéralisme. Donc, juste pour moi, pour dire, de toute façon, je crois que personne ne sait ce que c'est. C'est très bien qu'elle s'exprime dans cette vidéo, on va la voir, mais sa théorie n'a pas plus court ou pas plus de référence qu'une autre, alors que par contre, le libéralisme, ça commence à être beaucoup plus étayé. Donc voilà. Moi, On pourrait juste dire, est-ce que quelqu'un se réclame du néolibéralisme qu'on puisse lui demander directement? Et moi, je ne connais personne c'est une très bonne question, qui se effectivement. réclame du néolibéralisme. Parce que si Oui, ça existait vraiment comme concept, j'imagine que des gens s'en réclameraient. tu as tout à fait raison. Et en fait, je crois qu'on peut dire que le néolibéralisme est un mot fourre-tout qui sert à énormément de gens, selon donc des théories complètement diverses, en fait, à condamner une situation. Et souvent, et c'est pour ça que nous, on réagit souvent à faire un amalgame avec le libéralisme qui est facile et qui permet de condamner le libéralisme. Et c'est ça, nous, que nous contestons, bien évidemment. Donc oui, tu as raison, je pense que personne vraiment se réclame du néolibéralisme. Aucune théorie du néolibéralisme se fait jour de manière définitive. Et comme elle va le faire, comme Polony, en fait, on parle d'un truc pour ne pas parler de libéralisme, en fait. Ouais. Oui, parce qu'au final, elle n'en parlera jamais, elle ne définira jamais ce qu'est le libéralisme. Et en quoi il est différent du néolibéralisme. Donc, voilà, ça permet d'avoir excuse-moi, un bouc émissaire quelque part, mais en fait qui est un faux bouc émissaire. Allez, on continue. Et ce serait quand même le minimum de savoir de quoi on parle quand on essaye de discuter réellement des évolutions des systèmes économiques et politiques. Sachant que, en fait, la négation de toute différence entre libéralisme et néolibéralisme, c'est évidemment un petit truc pour éviter de remettre en cause un système que l'on trouve formidable. En fait, les tenants du système néolibéral ont tout intérêt à faire croire que libéralisme et néolibéralisme se confondent. On met de côté le terme... Ouais. Tu peux couper à cet endroit-là, là-dessus je la rejoins, c'est ce qu'on vient de se dire. Je pense qu'effectivement, là où je la rejoins, c'est... On pourrait presque penser qu'elle est favorable au libéralisme et qu'est-ce qu'elle critique ici, ce sont tous les gens qui, donc, comme elle dit, se réclament ou critiquent le néolibéralisme. Le problème, c'est qu'effectivement, elle va arrêter cette position-là. Et c'est vrai que dans la vidéo, on a l'impression, oui, que par miroir, elle est plutôt favorable au libéralisme, mais comme elle ne le définit jamais exactement, on ne sait pas trop de quoi elle parle. C'est ça, et même sa position va un peu dériver, je pense, parce que
Enfin, on va le voir, mais ce point-là, je trouve, est intéressant. Elle dit, en fait, c'est une feuille de vigne qui permet aux tenants du système de condamner. Je la rejoins là-dessus, mais juste pour la raison inverse de la sienne, en fait. Libéral, qui lui, pour le coup, n'est pas défini et relève d'un usage absolu. Là, elle parle ultralibéral, du terme ultralibéral. J'avais coupé au mauvais moment. Enfin, disons d'un préfixe, c'est ce ultra qui est censé être négatif. Donc là, on est d'accord. Ultralibéral, ce n'est pas défini économiquement. En revanche, libéralisme et néolibéralisme ne se confondent pas. Et on va même ajouter quelque chose. Il serait temps que les gens qui prétendent parler d'économie, notamment ceux qui cherchent à défendre le système tel qu'il existe, distingue ce qui relève de l'économie des entreprises, de la façon dont on va gérer le rapport entre l'État et les acteurs économiques au sein d'un pays, et ce qui relève de l'organisation des systèmes économiques à travers les flux de capitaux, de marchandises et d'êtres humains. Permets-moi d'intervenir ici. Il y a deux choses, je trouve, qui méritent, à mon avis, un commentaire. Donc, elle essaie d'articuler la différence avec le libéralisme. Elle parle de libéralisme, toujours sans le définir, mais elle l'évoque. Tu auras noté que 2-3 fois, elle précise économique. Donc, dans sa tête, et de toute façon, toute la thèse qu'elle va développer porte sur des propos ou des logiques qui se veulent économiques. Donc, elle est quelque part implicitement dans une logique où, pour elle, le libéralisme n'a de sens, ou n'a de réalité, ou de propos en tout cas, qu'au sens économique. Alors qu'évidemment, pour nous, libéraux, bien sûr, il y a un libéralisme économique, mais ce libéralisme économique n'est jamais que l'effet d'un libéralisme plus général, plus réel, qui est le libéralisme politique. Et parce qu'il y a liberté politique dans une société libre, moins d'État notamment pour faire simple, voire pas d'État du tout, bien sûr, eh bien, à ce moment-là, il y a un libéralisme économique qui se met en place et qui fleurit. Oui, c'est une conséquence. Mais fondamentalement, le libéralisme, c'est politique. C'est une philosophie du droit. Enfin, souvent, voilà, exactement. C'est une philosophie du droit. Voilà, tout à fait. Mais donc, le point important, malgré tout, qui montre tout de suite aussi déjà, je pense, une limite dans sa réflexion, en tout cas dans le propos qu'elle va tenir. On n'est pas sur des sujets uniquement économiques, pour nous en tout cas, et donc, tandis qu'elle, elle le rétrécit, très clairement. Ouais. Ensuite, elle fait une articulation dans la deuxième partie, sur laquelle on va revenir souvent, qui est intéressante. Elle essaie de faire un distinguo quelque part entre la considération du libéralisme ou néolibéralisme, avec une perspective qu'on va comprendre comme étant nationale, par rapport à la libéralisation ou néolibéralisme mondial. Oui, en gros, ce qu'elle dit, c'est que le libéralisme, c'est bien quand c'est dans un pays et que le pays gère ça et que le libéralisme a lieu dans un pays fermé. Oui. Et que le néolibéralisme, c'est l'ouverture de toutes les frontières. Et donc, voilà, le libéralisme, c'est un truc plus micro et le néolibéralisme, c'est un truc vraiment plus macro. Peut-être pas, mais non. Elle dit on ne peut pas faire du libéralisme local dans un contexte. C'est difficile de. Le propos, c'est est-ce qu'on peut faire du libéralisme local quand on est dans un monde qui est ouvert ? Voyons ce propos. Parce que, là encore, les deux peuvent fonctionner de façon distincte. On s'explique. Le néolibéralisme, c'est ce cycle ouvert à la fin des années 1970 par Ronald Reagan et Margaret Thatcher, mais qui avait été expérimenté d'ailleurs par les idéologues qui ont influencé Reagan et Thatcher, les fameux Chicago Boys, qui ont mis en place ce système au Chili, après le coup d'État de Pinochet, après 1973. Donc. Mais... Tu vois ce qu'on disait tout à l'heure, elle est sur une référence historique qui est clairement sur les années 70-80. Encore une fois, Barbara Stiegler, elle est sur le colloque Lippmann et le New Deal. Donc on voit très clairement, ça se confirme, qu'on est sur des compréhensions et des théories qui ne sont pas les mêmes. Donc ensuite... C'est-à-dire une dérégulation, un détricotage petit à petit de tous les garde-fous mis en place depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui servaient
à réguler les économies, à ce que les États puissent décider en leur sein comment ils allaient répartir la richesse et empêcher une forme de concurrence déloyale. Ouais. Alors, cette partie est lourd. magnifique. Ouais. On parle de libéralisme, d'économie, etc. Quel est son propos? Son propos est très simple, c'est de l'étatisme pur jus. C'est il est normal, ça se conçoit que les États décident de la concurrence et que quelque part, quand on parle de concurrence déloyale, on conçoit la concurrence déloyale entre pays. Ouais. Il y a des gentils. Ouais. Vas-y, vois parle. Moi, il y a 2 points qui me choquent. C'est quand elle parle que c'est légitime que l'État répartisse la richesse qui, soi-disant, lui appartiendra et qui serait légitime à le faire. Et le deuxième point, c'est toujours cette notion de concurrence déloyale. Ça m'a fait penser la fermeture des frontières avec la Suisse, parce que comme la Suisse s'était ouverte, la Suisse fait de la concurrence déloyale. Donc, on revient dans la même logique. C'est ça. Et donc, c'est une vision qui consiste à dire, quelque part, si je schématise, si je crois comprendre ce qu'elle dit, on le verra, c'est ok, très bien, on peut imaginer parler de libéralisme à l'intérieur du pays. Ok, très bien, l'État a fait en sorte que la bulle au sein du pays soit protégée des méchants du monde extérieur. Il se garde le droit éventuellement de faire la concurrence des uns et des autres, parce que quand elle parle de concurrence déloyale entre États, eh bien, la concurrence loyale de l'un, c'est forcément la concurrence déloyale de l'autre, et inversement. C'est-à-dire que c'est ça qui est fantastique, c'est que quand elle dit c'est déloyal, mais en fait, l'autre, il considère que c'est loyal, justement. Donc, oui. Nous, on se met des règles, on se met des bâtons dans les roues, et comme les autres ne se mettent pas des bâtons dans les roues, c'est eux qui sont déloyaux. C'est ça. Donc, on se permet de mettre des buts et de définir des flexibilités, des rigidités, autant pour moi. Et on appelle ça déloyal, alors qu'en fait, c'est l'autre qui a fait la même chose dans l'autre sens. Et puis, par contre, une fois dans ce monde protégé, on peut essayer localement dans le pays de parler de libéralisme, parce que cette fois-ci, on est protégé. C'est un petit peu ça, sa vision, si je la comprends bien. Mais madame, c'est pas ça le libéralisme. Et c'est certainement pas ça. Certainement pas ça. Oui, après, peut-être on en parlera plus tard sur Bastia, quand il explique que le protectionnisme, de toute façon, ça pénalise toujours localement la personne qui tout à fait. Le fait. Un simple exemple, les États-Unis ont eu jusqu'à 90% de taux marginal d'impôt sur les très grosses fortunes. C'était possible au sortir de la Seconde Guerre mondiale dans une économie fermée. Voilà. Et donc elle dit... à partir du moment où on ouvre l'économie, où on permet la libre circulation des capitaux, des marchandises, évidemment, un État ne peut plus garder ce taux d'imposition car il provoquerait la fuite des grandes fortunes. Et c'était... Voilà. Et ce qui est fantastique, je trouve, dans ce passage, où ça se confirme bien, c'est qu'à aucun moment, elle va se poser la question de savoir si 90% c'est légitime, c'est bien, c'est moral, c'est liberticide ou pas. Non. Ok, les États-Unis ont connu ce taux-là. Quelque part, c'était très bien, mais ils ne pouvaient le faire que dans certaines conditions. Ouais. Mais on s'en fout des conditions quelque part. Elle remet jamais ça en cause. Et moi, je t'avoue que la voir comme ça avec son habit, là, son pull tout noir et sa coupe courte, elle me fait penser à une communiste, un agent communiste qui va te foutre au goulag après ton jugement, quoi. Ah, c'est clair qu'elle a... oui, on va pas rentrer là-dessus. Non, on rentre pas là-dessus, mais là, j'ai eu un peu un flash, là, quoi, dit. Oui, ça fait... Il y a un côté robot androgyne, quelque part. Ouais. Il y a un côté un peu robot. Et puis, c'est surtout ce côté très docte, où les choses sont évidentes. Alors, on nous opposera certainement nous-mêmes d'être doctes, ok. Ouais. Mais c'est juste pour dire, toutes les choses sont évidentes, etc. Il suffit de réfléchir, les choses. Mais en fait, elle ne remet en rien en cause les fondamentaux qui sont derrière ce dont elle parle, quoi. Ce qui se passe dans cet univers néolibéral, donc dérégulé, c'est-à-dire une mise en concurrence de toutes les économies. C'est le principe, c'est l'ouverture d'un grand marché mondial. D'ailleurs, la traduction de cela en Europe, c'est l'acte unique européen de 1986 qui fait passer l'Union européenne de marché commun à marché unique. Tu voulais... La même logique. Alors, ce qui est fantastique, si tu me permets, je trouve, dans son raisonnement,
c'est à l'inverse. C'est-à-dire que ce qu'elle reproche à l'Europe, c'est d'être passé de protection locale à une protection plus globale. C'est-à-dire qu'on a sorti un niveau de protection. D'accord. Mais encore une fois, ça devrait... Ça a permis... Il paraît que ça avait permis d'exposer les marchés de chacun des pays beaucoup plus loin. Il a dit que plus non. Loin, et aussi de nous protéger. Souvent, l'argument, c'était de dire comme ça, on sera plus fort, on sera plus nombreux et on pourra faire le poids contre les États-Unis, contre la Chine, contre le Japon, parce qu'on aura un marché plus puissant. Oui, alors ce que j'essaie de dire, peut-être c'est peut-être pas ça alors. Elle est clairement en train d'utiliser l'argument de Bastia à l'envers. Bastia va te dire, mais en fait, il va pousser la logique à dire, mais jusqu'où peut-on protéger de plus en plus petit? Si vous protégez un pays par rapport au reste du monde, est-ce que ce n'est pas le cas d'une ville? Est-ce que ce n'est pas le cas d'une famille? Oui, dans son argument, raisonnement un peu par l'absurde, il dit... donc, si on suit la théorie protectionniste qui dirait qu'on est mieux financièrement si on fait du protectionnisme, ça veut dire pourquoi ne pas faire du protectionnisme au niveau des villes et poussons encore plus loin, faisons-le au niveau des familles. Donc, ça veut dire que pour la famille, tu dois faire tout fabriquer toi-même et tu seras plus riche que si tu commerçais avec le monde entier. Et elle se sert de l'argument, elle se sert exactement de l'argument à l'envers, ce qui montre bien qu'elle ne l'a pas compris, ou en tout cas qu'elle ne veut pas le comprendre, puisqu'elle dit « Ah, ben avant, on était bien, on était protégé au niveau de chacun des pays, et voilà tout d'un coup qu'on a élargi le marché. Donc forcément, on est moins bien. » Ce qui veut dire exactement le contraire du raisonnement de Bastia. Et donc, elle est bien dans une logique de protectionnisme inversé. Elle cherche à se protéger de quelque chose qui n'est en fait pas la vraie menace. Sachant que ce marché unique est en fait ouvert sur le grand marché unique mondial. Il n'y a donc plus de barrières douanières, il n'y a donc plus de normes permettant d'empêcher une concurrence déloyale par un dumping fiscal ou social. Et de fait, les pays qui tentent de garder une forme de régulation sont forcément perdants dans ce système. Ouais. Bien sûr. Ouais. Oui. Là, ce moment est magique, je trouve. C'est en fait, le néolibéralisme qui ouvre les frontières, c'est pas bien parce qu'en fait, les méchants États qui sont trop régulateurs se retrouvent pénalisés et voilà, il faut pas être dans un monde néolibéral, on peut pas être trop bureaucratique, pardon. On peut pas être trop pénalisant. Mais oui, c'est vrai, c'est bien d'en être conscient, mais où est le problème? Ouais. Alors, on continue. Tu noteras qu'au passage, elle explique pas où est le problème. Oui, elle fait une analyse qui, en fait... Non, mais c'est qu'elle part du principe que c'est normal, légitime et efficace de faire du protectionnisme, de la régulation à outrance. C'est ça. En fait, elle fait une analyse qui est une analyse libérale, c'est-à-dire qu'elle va critiquer, au vu du marché mondial, de sa réalité ouverte, elle va critiquer les démarches de protectionnisme local en disant forcément les pays bureaucratiques locaux seront moins efficaces et plus injustes, etc., plus appauvrissants dans un marché ouvert. Son constat est tout à fait juste, mais elle n'en conclut pas que c'est en fait que c'est la répression locale qui est en faute et non pas le marché ouvert. Ouais. Allez, on continue. Aux États-Unis, le grand promoteur, c'est Bill Clinton, qui, par exemple, abolit le Glass-Steagall Act, c'est-à-dire fait en sorte que la finance puisse utiliser les dépôts des petits épargnants et l'ensemble de l'argent disponible pour enrichir les différentes bulles. C'est ce qui apparaît ensuite... Ouais, je crois que tu voulais réagir sur ce moment, enrichir les bulles. Ouais. Ce moment, je le trouve magique. Elle tape sur un social-démocrate, Bill Clinton. Moi, j'en suis ravi. Mais l'argument qu'elle va sortir sur, en gros, la financiarisation des marchés et sur qui n'a, pour le coup, plus rien à voir, qui est un argument, ok, mais qui n'a plus strictement rien à voir avec la problématique de la concurrence déloyale et de l'ouverture des marchés. Et donc, ça sort tout d'un coup comme ça, comme étant un argument qui s'inscrit dans son raisonnement. Je ne dis pas que l'argument n'a pas un intérêt, mais alors, par contre, il n'a rien à voir avec l'argumentaire général de son discours. Ça sort comme ça, on ne sait pas trop. Pourrait expliquer
Est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi, ce que ça veut dire, le glace Alors, le glassing, pour aller vite. oui, comment dire, c'est cesser la séparation qu'il y a entre les banques de dépôt normales, de tout un chacun, et les banques d'investissement. Ouais. Il est possible désormais que les banques d'investissement, soit des banques d'investissement, les banques de dépôt. Ce qui veut dire que quand tu déposes de l'argent à ta banque, non seulement la banque peut récupérer, utiliser l'argent que tu as déposé, mais elle peut l'utiliser sur des investissements qu'elle fait pour d'autres entreprises. Ouais. Alors qu'avant, dans une banque normale, tu déposes ton argent et le rôle de la banque, c'est de garder ton argent. Et puis, par ailleurs, il y a des gens qui vont prêter de l'argent à la banque pour faire des investissements. Les deux choses sont complètement séparées, normalement, historiquement. Ouais. Et ça évite justement que la banque puisse utiliser ton argent pour aller investir sur quelque chose sans prendre risque, puisque c'est avec ton argent, en fait. Et donc, investissent à perte, donc créer des investissements dans tous les sens. Et donc, en fait, investissent sans vraiment prendre risque et ce soit toi qui en pâtisse parce que c'est ton argent. Je simplifie, hein, on n'est pas. Mais ok, c'est un sujet qui peut être intéressant, mais qui n'a plus rien à voir avec le protectionnisme ou l'ouverture des marchés. Ok. On continue. Dans les économies européennes, puisque là aussi, cette dérégulation financière, très rapidement, se met en place en Europe. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard, c'est partout en Europe comme aux États-Unis, ce qu'on appelle la deuxième gauche, à travers Tony Blair, à travers même Lionel Jospin, qui a privatisé beaucoup plus que tous les gouvernements de droite, c'est à travers cette deuxième gauche que petit à petit, cette dérégulation de l'économie s'installe, se met en place. On peut y ajouter d'ailleurs le rôle de Français censés être socialistes, comme Pascal Lamy, qui, à la tête de l'Organisation mondiale du commerce, fait tout, là aussi, pour petit à petit ouvrir ce grand marché. L'adhésion de la Chine à l'OMC, alors qu'elle ne remplit aucun des critères qui devraient normalement permettre cette adhésion, a eu des conséquences directes sur toute l'industrie, notamment l'industrie textile européenne. C'est une éradication en règle. Est-ce que tu veux réagir ? Oui, je pense que c'est un point qui est intéressant. Je n'approuve pas forcément tout, mais c'est vrai que l'adhésion de la Chine à l'OMC est un point intéressant et que forcément, effectivement, ça a accéléré l'ouverture des marchés, ça a accéléré l'internationalisation, ça a créé effectivement des déséquilibres de concurrence. C'est vrai ce qu'elle dit. Il y en a tout un tas qui en ont profité, il y en a évidemment forcément qui en ont pâti, mais encore une fois, je pense qu'elle se trompe de débat. Soit le débat fondamental de son néolibéralisme consiste à dire la concurrence, c'est une bonne chose et il faut avoir de la concurrence sur les marchés pour que les consommateurs puissent en profiter. Ça, c'est l'argument fondamental anti-protectionnisme de Basquiat et de tout économiste. À partir du moment où on accepte ce point-là, on devrait accepter que les levées de barrières au contraire des marchés, alors elle prend une logique de producteurs, d'entrepreneurs qui cherchent à se protéger, alors que ça ne devrait pas être le cas. Et au lieu de critiquer en fait les politiques des différents pays, notamment la Chine communiste, et de critiquer le caractère communiste de la Chine, et de dire eh, messieurs, n'allez pas en Chine, tout simplement. C'est encore le meilleur moyen d'éviter la concurrence chinoise, hein, tout simplement. Non, elle va plutôt critiquer l'ouverture des marchés. C'est ça moi qui m'attire. Et donc elle prend une posture totalement... Pardon. Non, moi, ce qui me dérange, c'est qu'elle ne parle jamais du fait que elle dit ok, on ouvre les marchés, tu peux importer des trucs chinois, mais au final, elle ne dit pas qu'au niveau local, il y a plein de régulations qui justement empêchent, on n'applique pas les mêmes règles localement à ce qu'on importe. Donc, il n'y a pas de libéralisation. En fait, il n'y a pas de vraie libéralisation des marchés. Enfin, oui, disons qu'encore une fois, elle fait cette coupure. Pour moi, elle manque le côté local où, au final, les producteurs locaux ne sont pas libres en fait de faire ce qu'ils veulent, et c'est pour ça qu'ils sont en Chine. Dans sa logique, si tu veux, elle cherche à dire que pour elle, le néolibéralisme, c'est ce phénomène mondial d'ouverture des marchés. C'est ça sa thèse. Donc forcément, elle se focalise là-dessus. Pour moi, c'est pas ça le néolibéralisme, hein, mais
peu importe. Donc forcément, elle se focalise là-dessus, mais tu as raison, sa vue est complètement biaisée puisqu'elle critique le phénomène général d'ouverture des marchés, alors que l'ouverture des marchés n'est un problème que dans la mesure où les marchés locaux, ce que tu dis, sont eux-mêmes surprotégés, surrégulés, alors chinois parce qu'ils sont biaisés parce que c'est du communisme, et que la problématique, comme tu dis, n'est pas le fait d'ouvrir les marchés à l'international, mais en fait de ne pas suffisamment déréguler les marchés locaux, ce qui est différent, effectivement. Ouais. Allons même plus loin. Dans cette ouverture de marché, la chute du mur de Berlin est une aubaine. Elle se traduit immédiatement par l'entrée dans l'Union européenne des pays de l'ex-bloc soviétique, qui permettent eux aussi un dumping social intra-européen, c'est-à-dire la mise en concurrence des économies européennes. Peut-être là juste réagir, de dire c'est C'est scandaleux d'ouvrir, que les pays de l'Est aient le droit de commercer avec nous, qu'ils s'enrichissent, quel scandale, il faudrait qu'ils restent pauvres. Ça me fait penser à c'est une anecdote, mais c'est tout à fait la même chose. Je me rappelle une interview avec Jean-François Revel. Je crois que c'était Frédéric Becbéder qui critiquait un peu de mémoire et qui critiquait notamment les exportations, l'offshore vers l'Inde et la Chine. Et Revel de répondre, de dire mais pourquoi les Indiens n'ont pas le droit eux aussi d'être prospères? Et c'est la même chose ici. C'est quoi le problème? L'Europe de l'Est, qui en a quand même un peu chié avec le communisme, soudain, parce qu'elle voit avec 89 son avenir tout d'un coup devenir un peu plus radieux, ne pourrait pas profiter aussi des ouvertures de marché. Il fallait absolument qu'il reste sous un joug ex-soviétique. Mais elle se rend compte de ce qu'elle dit parfois. Ouais, c'est assez choquant. Bon. C'est ça le néolibéralisme. Mais encore une fois, c'est parce qu'elle prend cette posture de protectionniste, c'est-à-dire elle se focalise, ce que je peux comprendre, elle se focalise sur l'entrepreneuriat et donc la protection des entrepreneurs. Je pense que c'est ça son discours. Pourquoi pas? Mais elle oublie de dire que la meilleure protection des entrepreneurs, c'est justement les ouvertures de marché pour permettre aux entrepreneurs d'avoir plus de marché. Plus de débouchés. Ce qu'on voit, c'est que les pays du Sud, en fait, ils restent pauvres quand ils n'ont pas accès au marché mondial. Et l'autre point qui est l'argument de Bastia et de n'importe quel économiste digne de ce nom, c'est de dire il y a peut-être des producteurs dont il faut se préoccuper, fort bien, mais il y a surtout beaucoup plus de consommateurs, c'est-à-dire l'ensemble de la population, et que c'est cette population-là, dans son ensemble, qui profite de la concurrence et de l'ouverture des marchés. Et que l'argument qui consiste à protéger les consommateurs, qui sont en bien plus grand nombre, est sans aucune mesure beaucoup plus forte que celui du protectionnisme qui ne s'intéresse qu'aux entrepreneurs. Même si c'est bien de chercher à aider les entrepreneurs. Mais la meilleure façon d'aider les entrepreneurs, c'est l'ouverture des marchés. Ouais. Et ce que ne comprennent pas des gens qui veulent nier la différence entre libéralisme et néolibéralisme, c'est que, bien entendu, la France a gardé une dimension profondément étatique. C'est-à-dire que tous les gouvernements qui ont accepté la dérégulation, le libre-échange, qui ont signé tous les traités de libre-échange, qui ont signé tous les textes européens qui détruisaient les services publics et qui imposaient leur privatisation, tous ces gouvernements-là, parce qu'ils n'assumaient pas ce choix face aux citoyens français, ont maintenu un système social fort. La conséquence, quelle est-elle? Eh bien, tout simplement, tout l'argent dont dispose l'État va dans ce système social, puisque tout le reste tombe en ruine. Pour moi, elle se contredit en fait dans sa phrase, parce qu'elle dit à un moment, avec l'Europe et le marché, les services publics sont détruits, et 2 secondes plus tard, elle dit il ne reste plus que les dépenses sociales qui sont les services publics. Donc, pour moi, je pense encore une fois, elle a un point tout à fait paradoxal quelque part. Elle a une analyse qui n'est pas fausse, qui consiste à dire, évidemment que dans un environnement comme ça, les pays ne pouvaient pas, dès qu'on ouvre les différents pays qui ont pris le choix, comme la France, de renforcer leur bureaucratie, pour faire simple, forcément ne pouvaient pas être dans l'imposition, et tous les politiques qui se sont engouffrés dans cette logique-là n'ont fait qu'aggraver la situation. Elle le dit, et je pense qu'elle le dit avec justesse, mais
par contre, je ne comprends pas pourquoi elle ne retourne pas en disant, mais justement, il ne fallait pas le faire et c'est, comment dire, c'est pas la concurrence mondiale qu'il faut critiquer, c'est bien ce choix de la bureaucratie. Et elle est complètement ambiguë là-dessus, je trouve. La désindustrialisation est la conséquence de ce phénomène. Or, qui dit désindustrialisation dit baisse des rentrées fiscales, plus augmentation. Ouais. Hop, là, il y a double erreur. C'est comme si on décidait de désindustrialiser. Ouais. Donc, encore une fois, c'est cette vision je suis l'État, c'est moi qui fais l'industrie, alors que ce sont les industriels par définition. C'est Bruno Le Maire qui fait l'industrie. Moi, je suis sa page tous les jours. Tu as l'impression que c'est lui qui est le chef de l'industrie en France. C'est ça. Et puis pour elle, la désindustrialisation, c'est pas on s'enrichit, c'est pas plus d'emplois, c'est pas de meilleurs. Non, c'est moins de rentrée fiscale. C'est pas faux, mais c'est ça l'objectif. Encore une fois, c'est. Ouais. Ce qu'elle dit, tu as l'impression que le but de tout ce qu'on fait, c'est qu'il y ait des rentrées fiscales. Tu dis, mais c'est ça notre but dans la vie? Alors, je peux comprendre que comme son argument consiste à dire, oui, mais puisqu'on renforce l'État, forcément, il faut avoir plus de rentrées fiscales, sinon c'est pas cohérent. Et pourtant, on va désindustrialiser ce qui n'est pas cohérent. Je pense que c'est ce qu'elle cherche à dire. Ok, très bien, mais dans ce cas-là, quelle est ta position, Natacha? Tu es pour le renforcement de la bureaucratie ou pas? Parce que là, on tourne autour du pot, un coup t'es libéral, c'est vraiment pas clair, quoi. Et ça va être comme ça sur toute la vidéo. Ouais, allez, je continue. Dépenses sociales dans la mesure où il faut indemniser les chômeurs. Il faut indemniser les chômeurs. Est-ce que ça te Pourquoi? paraît évident? Pourquoi? Oui. On se retrouve avec deux solutions. Soit baisser l'indemnisation des chômeurs, baisser également les retraites, baisser toutes les dépenses sociales, soit, tout simplement, augmenter le chômage de masse. Donc, dans ce choix-là, les gouvernants français ont fait le choix du chômage de masse. D'autres pays... Voilà. Je pense qu'elle a raison là-dessus. Là, je pense qu'elle a raison. Ouais. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a des moments où elle fait des analyses, je dis libérales, du point de vue purement économique, elle est clairement pas idiote, mais par contre, la vision politique qu'elle a derrière, elle n'est pas articulée, et tu sais jamais si en fait elle critique ce point-là ou si elle est favorable. Et c'est vraiment pas clair tout au long. Et comme à aucun moment elle définit clairement le libéralisme, etc., elle louvoie là-dessus, et on ne sait pas trop où elle se positionne. Moi, j'ai tendance à penser qu'elle est contre le néolibéralisme parce que le néolibéralisme n'a pas permis ou ne permet pas à l'État français de jouer un rôle hyper jacobin. C'est ma lecture de son discours, mais bien sûr, elle ne le dira jamais. Après, c'est Marianne, c'est un peu leur positionnement, hein, c'est le chevènementisme, c'est très jacobin. Hein, comme, mais voilà, ouais. C'est ça. C'est l'État stratège, les plans quinquennaux, dont on voit ce que ça donne. Mais ouais. je pense qu'elle se trompe profondément. Enfin, on pourra aller jusqu'au bout, mais elle se trompe profondément parce que c'est la même logique que le communisme. Enfin, c'est tout ce qui est planification centralisée qui ne peut pas fonctionner de manière économique. Hein. Bon. Et encore une fois, il suffit de lire Bastia pour comprendre pourquoi tout ça ne peut pas fonctionner. Le protectionnisme ne peut pas fonctionner. Ça favorise au mieux les entrepreneurs, mais ça ne favorise pas les consommateurs qui sont bien plus nombreux. Européens ont fait le choix de la baisse des indemnisations, de la dérégulation. Ajoutons à cela que la France, contrairement à d'autres économies européennes dans le même contexte, est confrontée à une monnaie unique qui ne correspond pas à son niveau économique. Ouais, ça, j'ai entendu. Ça, cet argument, je le comprends toujours pas. Cet argument de dire que ta monnaie ne correspond pas à ton niveau économique. Ça ne veut strictement rien dire. Juste pour expliquer moi comment je le comprends. Enfin, pour moi, c'est si tu vends moins cher, si ton niveau économique, c'est de dire que tu es payé moins cher, tu vends tes produits moins cher et donc tu vendras tes produits et il n'y aura pas de concurrentiel. Et tu seras plus concurrentiel. Non, mais c'est ça que je ne comprends pas. C'est que, OK, l'Allemagne serait sous-évaluée et nous, on serait surévalué, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Toi, tu es entrepreneur, tu vends un produit, si tu as besoin de moins d'euros, tu vends moins cher. Enfin, je ne comprends pas. Il y a plusieurs erreurs dans ce genre de choses. Le premier, c'est que ce que tu dis, c'est les différences de prix ou de coût
sont autant d'opportunités pour les uns comme pour les autres. Donc, si tu es moins cher, ce sont des opportunités. Donc, je ne vois pas où est le problème. Et dans l'autre sens, de la même façon d'ailleurs, parce que être trop cher sur un marché, c'est l'opportunité de faire autre chose. Donc, y a les différences de prix et de cours sur des acteurs ne sont autant d'opportunités d'évolution de business, donc quelle que soit la monnaie. Et puis, il y a quelque part ce fantasme classique monétaire qui est derrière, qui est si la monnaie est plus forte, etc., c'est que tu as plus de richesse ou moins de richesse parce que la valeur de la monnaie aura une notion d'absolu, tu vois. Si j'ai 1 euro en Allemagne ou si j'ai 1 euro en France, tu comprends, c'est pas exactement la même chose parce que, mais en fait, le problème, c'est que la monnaie n'a pas de valeur absolue. On en a déjà parlé, on peut en parler à nouveau. La monnaie, c'est une valeur relative partout. Il n'y a pas de notion de valeur absolue de la monnaie. Quand 1 euro, on pourrait mettre 10 euros, ça ne changerait rien. Oui, moi, je ne comprends pas quel est le problème si en France, avec 1 euro, tu peux acheter plus qu'en Allemagne. Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Non, mais il y a peut-être quelque chose qui nous échappe, je ne sais pas, sur des histoires de taux d'intérêt, de banque. Le taux d'intérêt, c'est autre chose encore. Non, mais c'est peut-être dû à ça. Mais d'un point de vue transaction marché, je ne vois pas quel est le problème, en fait. Il n'y en a pas. Je te rassure, je pense qu'il n'y en a pas. Parce que, quand même, sinon, on va dire, les notions de monnaie forte, etc., ce sont des monnaies qui sont liées justement aux valeurs liées aux intérêts, mais sur un marché, sur une même monnaie, il n'y a strictement aucun impact, ou en tout cas, comme l'explique. Ce que je pense qu'il y a derrière, c'est ce fantasme de dire ah oui, mais la valeur de la monnaie n'est pas la même. Mais la monnaie n'a pas de valeur autre que les prix du marché. La monnaie n'a pas de valeur en soi. En tout cas, en plus, la monnaie papier. Ça serait l'or, ça serait différent. Mais la monnaie papier n'a strictement aucune valeur. C'est le marché qui donne la valeur à la monnaie. Donc, petit à petit, la ruine, puisque les produits français sont trop chers par rapport à leur positionnement de gamme. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, de l'industrie allemande. Ouais. Non, les produits marchés ne sont pas trop chers. Éventuellement, le coût des produits marchés. Déjà, elles mélangent prix et coût. C'est qu'on ne peut pas les vendre moins cher parce que ça nous coûte trop cher pour les fabriquer. Donc là, je pense qu'elle pense à l'industrie automobile où une Renault qui fait cheap sera vendue le même prix qu'une Volkswagen ou une Mercedes. Je pense que c'est ça. Mais encore une fois, c'est pas que c'est trop cher, c'est juste que le prix n'est pas adapté au marché. C'est-à-dire qu'il nous a coûté trop cher à produire. Et c'est pas à cause de l'euro, c'est les charges c'est ça. que ça nous a coûté de le faire. C'est ça. C'est pas un problème lié à la monnaie. Absolument. C'est pas un problème de monnaie. En aucune façon. Ouais. D'où, là aussi, la grande différence. Alors, bien entendu, l'argument des tenants du néolibéralisme, c'est d'expliquer que l'Allemagne a réussi parce que, grâce à Gerhard Schröder, elle a baissé son coût du travail, elle est entrée dans une véritable compétition. Oui, c'est vrai. Et pendant ce temps-là, la France faisait les 35 heures, c'était une ânerie absolument épouvantable. De même que, en 1981, faire la retraite à 60 ans, au moment où l'ensemble du monde commençait à déréguler, où le néolibéralisme se mettait en place et où l'espérance de vie augmentait, était une ânerie économique. Bref, je pense en termes de raisonnement, je trouve ça extraordinaire de déséquilibre. Dans les deux cas, elle prend Schröder d'un côté en disant le vilain Schröder de gauche. Le vilain Schröder a poussé le néolibéralisme un peu plus loin. Et par contre, en France, on a fait l'absurdité d'aller dans l'autre sens. Et alors que Schröder, elle le prend comme étant un exemple typique du néolibéralisme qu'elle critique, au lieu de rester sur la même ligne, en France, elle repivote l'argument dans l'autre sens en disant eh bien, nous, on a décidé en France de faire l'inverse, c'est-à-dire, ce n'est pas un problème de néolibéralisme, donc c'est un problème de bureaucratie de la France. C'est-à-dire que d'un côté, elle critique le néolibéralisme, et de l'autre côté, elle va critiquer les faux choix locaux. Non, parce que dans son argument, elle dit que ce qu'ils ont fait en Allemagne, c'était bien. C'était qu'au final, ça a fait en sorte que leur économie se porte mieux, les décisions de Schröder, donc le néolibéralisme, étaient bien. Et en France, on l'a pas fait. Mais au début, elle le prend comme étant un argument négatif vis-à-vis du... Elle te dit ce que disent les tenants du néolibéralisme. Oui, c'est vrai. Oui. Donc, elle est dans la critique, pourtant, la critique... Elle est dans la critique, mais elle concède que c'est juste.
tu vois ce que je veux dire? Si tu écoutes son argument, tu te dis, je vais attaquer, je vais critiquer, et en fait, c'est dans le sens que je retourne ma critique. Il y a un tour de passe-passe dans le raisonnement. Ouais. Fautes-là, il faut les reconnaître. Pour autant, on ne peut pas non plus nier que l'euro est une monnaie sous-évaluée pour l'économie allemande et largement surévaluée pour l'économie française ou italienne ou espagnole. Ça a même été démontré par des think tanks allemands. Alors, là, quand elle a sorti ça. Là, j'avoue que là, je suis ébahi par l'argument. Là, si les think tanks allemands viennent s'en mêler, non, Natacha, la monnaie surévaluée, sous-évaluée, ça n'a pas de sens. Non. La monnaie, c'est la monnaie. Oui, enfin moi, je comprends toujours pas cet argument. Non, il n'y a pas d'argument là, non. Si l'on regarde l'ensemble de ce paysage, on s'aperçoit donc que la France ne s'est pas adaptée, en effet, à un univers néolibéral, c'est-à-dire qu'elle a voulu garder son modèle. Mais elle l'a fait sans garder les armes qui lui permettraient de lutter dans cette compétition mondiale, c'est-à-dire que la France a petit à petit laissé filer toute son industrie, a refusé de se protéger. L'aurait-elle pu? Il y avait... Tu notes, ça je trouve ce passage extraordinaire. Elle finit par lâcher que quelque part le néolibéralisme c'est pas forcément si mal et que le vrai problème c'est que la France n'est pas adaptée. Tu vois, au début on part sur un truc qui est la critique du néolibéralisme. Finalement, elle finit par concéder que c'est pas si mal que ça et que le vrai problème c'est la France qui s'est pas adaptée. Et là-dessus, je la rejoins. Et alors là, c'est le truc fantastique, c'est en fait, elle a pas su garder les armes de protection. Mais quelles armes de protection? Et quand tu écoutes les armes, c'est quoi? C'est on n'a pas su garder l'industrie. De mettre des murs. Oui, c'est ça. On n'a pas su garder l'industrie. Mais tu peux pas, c'est pas le boulot de l'État d'être industriel. C'est pas son job, quoi. Il peut pas. On n'a pas gardé les protections. Quelle protection? Il n'y a pas de protection. Et d'ailleurs, elle ne les donne pas. Si tu continues, elle n'en donne rien. Il y a des armes, mais quelles armes? Les murs, hein, je pense. Bon, allez, je continue. Doute en tout cas quelques leviers qu'elle n'a pas actionnés, comme par exemple la préservation de ses services publics au nom de Les services publics sont une arme de protection vis-à-vis de la concurrence étrangère? Moi, je trouve ça fantastique. Je vois pas le lien là, de cause à effet. Ah, mais non, mais on est bien d'accord. Et conserver ces services publics. Attends, on est toujours dans l'argument qui consiste à dire on n'a pas su se protéger du monde extérieur. Pardon. Et les services publics apparaissent comme étant une arme de protection. What? Mais en fait, les services publics sont au contraire une fragilité vis-à-vis du monde extérieur. C'est bon. Ou alors, elle imagine quoi? Que garder la SNCF ou garder EDF, c'est un service public, la Poste, c'est un service public. Ça se permettait de se protéger du monde extérieur? Air Liquide, il faudrait le nationaliser. Oui, c'est ça. Thomson, CSF, Alstom. Ça doit être ça. Alors, dans ce cas-là, c'est nationalisé. Ok, d'accord. Mais c'est pas ce qu'elle dit. Hein, donc, oui, c'est pas ce qu'elle dit. Oui, service public, c'est pas encore censé être ça. Bon, allez, on continue. Intérêt supérieur, puisque les traités européens permettent cela. Bref, il y aurait eu des solutions, elles n'ont pas été employées, mais de fait, le principe est que la France se retrouve dans une situation absurde, où elle est hyper administrée, hyper étatisée, dans un environnement totalement dérégulé, néolibéral. Absolument d'accord avec elle, oui, totalement d'accord, mais le problème, c'est pas le néolibéralisme, c'est bien la France. C'est bien la confrontation entre les deux qui nous enferme. On peut même ajouter que un pouvoir comme celui d'Emmanuel Macron joue sur les deux tableaux. La haute administration française est à la fois pétrie de néolibéralisme, persuadée qu'il faut continuer toujours plus dans le libre-échange et dans l'ouverture au monde, tout en étant de plus en plus tatillonne sur les réglementations, parce que ça va avec. Quand on renonce au pouvoir politique, quand on perd la main, on augmente petit à petit l'autoritarisme administratif qui fait croire qu'on a une prise sur les événements.
Ça, je pense que cette phrase, il faut absolument la graver, parce que là, on est dans le paradoxe absolu. Ouais, En gros, c'est plus on perd le pouvoir, plus on le gagne. C'est Orwell, quoi. C'est extraordinaire. C'est quand Macron lâche le pouvoir. Elle a utilisé des mots différents. Elle a dit plus on perd le pouvoir politique, plus on fait recours à l'autoritarisme. Oui, c'est pareil, quoi. Mais au bout du compte, pour le Pékin moyen, c'est pareil. C'est plus les hauts fonctionnaires perdent de pouvoir, plus les petits fonctionnaires en ont. C'est ça, en gros, qu'elle a dit. Ouais. D'accord, ok, mais pour le Pékin moyen, c'est encore pire, peut-être. Hein, c'est encore pire. Donc, enfin bon. Après, on pourrait se dire qu'elle n'a pas forcément tort dans le fait de dire que l'État va faire ses accords de libre-échange parce qu'en fait, ça devient tellement cher en France, tellement tout est suradministré, tout coûte tellement cher qu'on est obligé d'ouvrir à l'étranger, à la Chine, pour avoir des choses pas chères. En fait, tu peux te dire, c'est peut-être ça le raisonnement. C'est ce qu'elle explique. Elle dit, en gros, ils veulent tout ouvrir d'un côté et en même temps suradministrer. Je n'ai pas cette lecture. C'est intéressant ce que tu dis, mais j'ai vraiment pas cette lecture, moi. Je suis pas sûr de pas être tout à fait, d'être assez proche quelque part de ce que je pense qu'elle dit. Personnellement, je pense que l'État, la haute administration lâche du lest sur les accords d'ouverture internationaux parce que c'est la pression qui leur est mise et qu'il faut être un peu dans l'air du temps et qu'ils ne peuvent pas être en opposition systématique, sauf à devenir de manière officielle la nouvelle Chine européenne. Donc il faut quand même être un peu dans l'air du temps et suivre, même si ça traîne des pieds, mais quand même aller dans le sens de l'ouverture, parce que sinon on n'a plus de marché du tout. Mais que par contre, que c'est aussi une technique, à mon avis, une stratégie de négociation en disant écoutez, regardez, on fait un effort dans l'ouverture, et donc pour compenser cet effort-là, vous essayez de nous accepter que par contre, on va être obligé de rééquilibrer ou de compenser ça par, c'est un peu sa thèse, par des mesures locales compensatoires. Je reste vague, mais je crois que c'est le principe. Et donc, je ne serais pas du tout surpris que la stratégie des hautes serres soit ouais, malheureusement, il faut qu'on aille dans l'air du temps, il faut qu'on suive, il faut qu'on ouvre. Mais par contre, l'intérêt de ce truc-là, c'est que ça va nous donner un argument pour essayer de retourner le truc et au contraire de sur-bureaucratiser localement à titre compensatoire. Et ça, je pense que c'est vrai. Ouais. Bref, la différence entre libéralisme et néolibéralisme est fondamentale. Le néolibéralisme aboutit en fait au contraire du libéralisme lui-même, puisqu'il aboutit à la constitution de monopoles. Les GAFAM sont le pur produit de ce système. Je sais pas d'où ça sort, ça. Ah ouais, quand elle a sorti ça, je me dis, mais... tout d'un coup, ça sort, c'est il y a du néolibéralisme, il y a du marché global. Et comme il y a un marché global, forcément, il y a des monopoles. Non, ma chérie, sur un marché local où il n'y a pas de monopole. Oui, c'est que pour elle, position dominante, c'est égal à un monopole, alors que ce n'est pas... Oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris, mais non. Non, il n'y a que la Poste ou la CNCF qui sont des monopoles. Les GAFAM ne sont pas des monopoles, non. Donc, puis ça sort tout d'un coup comme ça, là, comme si c'était une logique de tout l'argument qu'elle a donné, alors qu'on n'en a jamais parlé de ça. Donc, ok. Ouais. Et il aboutit à une concurrence totalement faussée, une concurrence déloyale. Parce que quand vous avez un entrepreneur français qui est mis en concurrence avec des entreprises chinoises subventionnées par leur État et qui n'appliquent pas les mêmes règles environnementales ou les mêmes règles sociales, vous avez le contraire du libéralisme. Alors, ça, quelque part, c'est vrai. Oui. Quelque part, c'est vrai. Mais... que quand tu es en concurrence par rapport à des gens subventionnés, comme nous, on est en concurrence avec France Inter, tout ça, on ne fait pas le point. C'est de la concurrence déloyale, quelque part. Oui, c'est ça, mais ça, c'est une vision toujours c'est cette vision économique où les marchés, si tu veux, sont... Il y a quelque part... Les marchés sont hyper segmentés. Elles n'arrivent pas à voir qu'il n'y a qu'un seul marché. Il n'y a pas des marchés. Ça n'existe pas, les marchés. Il y a un seul marché. Et l'opportunité de chaque entrepreneur, c'est de se positionner sur le marché là où les autres ne sont pas. Donc, effectivement, peut-être que le prestataire qui vend des, je sais pas moi,
des stylos, tiens, j'ai un stylo, des stylos, tout d'un coup, il se trouve en concurrence, il y a un Chinois qui arrive qui fait des stylos moins chers. Donc, effectivement, il subit une nouvelle concurrence, mais c'est autant d'opportunités pour vendre son stylo autrement, de le fabriquer moins cher, d'arrêter de faire des stylos, ou d'essayer de les vendre à d'autres, ou de mettre de la coupe, de monter la en peinture gamme dessus, ou faire autre de chose. changer son produit de manière à sortir de la concurrence. Donc, il n'y a pas de concurrence déloyale naturellement, il n'y a que des opportunités de faire autre chose. Ouais. Mais donc, tu peux pas raisonner en disant tout d'un coup, ça fait 30 ans que je fais des stylos et tout d'un coup, il y a un vilain qui arrive, tout d'un coup, je subis la Oui, concurrence. c'est de supposer que tu as droit à ton job à vie. Enfin, c'est un peu l'image Et que des tout est années stable. 60, que tout est Oui, stable, que ton job, c'est normal que tu l'as vie. C'est normal voilà, que c'est tu ça. habites toujours dans J'ai cet toujours endroit. fait des stylos et je dois Ouais. toujours pouvoir faire mes stylos et jamais personne doit venir contester cela. Ben non, la concurrence, justement, elle est là pour compenser ça. C'est un peu comme la liberté d'expression. La liberté d'expression suppose que celui qui est en face soit prêt à entendre le contraire Ouais. de ce qu'il veut entendre. C'est En la même plus, chose. surtout qu'il y a plein de contre-exemples à ce qui est dit dans d'autres pays comme la Suisse ou l'Australie. Moi, j'avais lu des articles où l'Australie avait même pas fait d'accords bilatéraux avec la Chine. Ils avaient fait des ouvertures unilatérales en disant, de toute façon, nous, on ouvre Unilatéral, unilatéral. ça marchait quand même. Et ça marchait très bien. C'est qu'en fait, Bien sûr. on a toujours, on se dit, ouais, il faut que ça soit quand même un accord bilatéral pour que ça soit équilibré, qu'on puisse équilibrer les deals. Mais au final, on peut faire des accords unilatéraux et ça fonctionne. Mais c'est vrai ce que tu dis parce que ça, c'est une autre erreur souvent que beaucoup commettent dans la bilatéralité, pardon. C'est on oublie toujours que quand on vend quelque chose, donc je reprends mon exemple du stylo, tu achètes des stylos à la Chine et tu te dis c'est unilatéral, il y a une concurrence, la balance des paiements est déséquilibrée. Pardon, la balance commerciale est déséquilibrée. Non, puisque dans un sens il y a des stylos qui partent et dans l'autre sens il y a de la monnaie. Il y a toujours deux sens. Donc, si tu envoies quelque chose, tu reçois aussi quelque chose. Il y a toujours, ça marche dans les deux sens. Donc, il n'y a pas de notion d'accord unilatéral. C'est toujours une transaction. Il faut toujours être deux. Et ça marche dans les deux sens. Donc, il n'y a pas besoin de rééquilibrer. Ça se rééquilibre tout seul. Et on continue. On peut donc Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois tout à fait. Ouais. Non, mais là, je parlais plus d'accords commerciaux. Tu sais, souvent, on parle d'accords entre les pays sur des taxes douanières. Je comprends, Pierre-Antoine. J'essaie juste de dire que le concept d'un accord unilatéral n'a pas de sens, puisque de toute façon, tu as des transactions bilatérales. Oui, mais c'est pour ça que ces pays l'ont fait unilatéralement. C'est qu'ils ont décidé, nous, on vend, on ouvre. Parce qu'on est gagnant de toute façon au final, parce qu'on récupère de l'argent en vendant nos produits et en achetant d'autres produits. Je comprends ce que tu dis. Effectivement. Un véritable libéralisme. Ok, je continue. Qui s'appuierait sur l'intelligence et le dynamisme des acteurs, qui demanderait justement à ce qu'on laisse les entrepreneurs français respirer un peu face à une inflation administrative abrutissante et destructrice, tout en s'opposant au libre-échange, à l'ouverture totale des frontières, aux flux de marchandises et de capitaux qui sont en train de détruire l'économie et de détruire la planète. Là, je crois que tout est dit. On détruit la planète, voilà. Mais là, c'est assez paradoxal ce qu'elle dit, je trouve. Et ça, c'est là où tout son point sur son néolibéralisme, à mon avis, tombe tout seul. Elle essaie de dire, mais moi, en fait, je suis une libérale, je suis tout à fait favorable à ce que les entrepreneurs aient de l'oxygène et qu'on baisse l'administration. J'aimerais bien, mais vous comprenez, on est dans un monde qui est néolibéral et c'est le méchant monde néolibéral qui nous l'interdit. On n'arrive pas à se positionner sur ce monde-là. Et comme en plus, historiquement, on a le boulet de toute la France et toute la bureaucratie à se traîner, c'est encore plus difficile. Et donc, il faut encore plus lutter contre le néolibéralisme. Mais Madame Polony, votre raisonnement, il est pas totalement faux, mais c'est votre conclusion qui est fausse. Si vous concluez qu'effectivement, on a du mal à se positionner sur le marché mondial, et notamment à cause de l'administration, et je suis totalement d'accord avec vous, concluez et appelez à la baisse du poids de l'État. Ça réglera la question toute seule. On finit. Mais réussir à faire croire à tous les petits indépendants, tous les petits commerçants, tous les petits patrons, qu'il n'y a le choix qu'entre le système néolibéral tel qu'il existe
ou la collectivisation des moyens de production et les chars soviétiques, c'est une escroquerie intellectuelle, c'est le degré zéro de la réflexion économique, mais ça permet d'asseoir son pouvoir. Voilà, tout est dit. On fait de l'escroquerie intellectuelle, Stéphane. Je te l'apprends. Oui, ça me fait même pas peur. J'ai même pas peur. Mais tu vois ce qu'elle dit. Sa focalisation est très très claire. Elle parle aux petits entrepreneurs et c'est une très bonne chose. Je pense que ce sont des gens qu'il faut clairement garder à l'esprit. Je pense qu'on en parle régulièrement nous-mêmes assez souvent. Ouais. Donc je comprends sa cible et effectivement, parler à ces gens-là est très positif. Mais le vrai discours plus honnête, si elle veut être honnête, consiste à dire la meilleure façon d'aider les entrepreneurs, c'est de lever les contraintes étatiques en France et non pas juste dans le monde global. Ces entrepreneurs, ils sont intelligents, ils sont pertinents, ils l'ont montré sur tout un tas d'occasions, ils trouveront des moyens d'aller sur le marché international. Et ils le trouveront d'autant plus qu'on leur a enlevé les barrières nationales, qui baisseront leurs coûts, leurs barrières, et leur donneront autant d'oxygène en plus pour justement aller conquérir des marchés internationaux, quels qu'ils soient. Tandis qu'elle a raison dans l'autre sens, c'est dire « Ah oui, mais les pauvres entrepreneurs, vous comprenez, il faut les aider, et on ne peut pas leur dire qu'on ne peut pas les aider, et donc il faut les protéger. » Non, c'est un paradoxe. Elle suppose que les entrepreneurs français vont faire que du commerce en France, quoi. Elle imagine pas qu'une boîte française peut aller se développer aussi en vendant, en exportant. Il doit y avoir de ça, oui, il y a devoir de ça, mais c'est une vision du commerce. Alors, encore une fois, on le redit, elle parle aux entrepreneurs, bonne chose. Elle oublie complètement les consommateurs, c'est-à-dire 100% de la population. Il faut quand même revenir. C'est qui la règle de base du raisonnement économique, hein? Le raisonnement économique, ce n'est pas vis-à-vis des entrepreneurs, c'est vis-à-vis des consommateurs, d'abord, parce que c'est tout le monde. Donc ça fait clairement, ça passe à la trappe. Et même en rentrant dans sa logique à elle ne va pas vraiment jusqu'au bout de son raisonnement. Le raisonnement consiste à dire, pour aider les entrepreneurs, il faut en fait les débarrasser du poids local pour que justement ils puissent aller sur le marché. Donc en fait, la protection est un piège. Et elle est en plein dedans, par contre. Elle est tombée, mais alors dedans, mais alors en plein. Ouais. Donc elle critique tout ça pour dire qu'au bout du compte, sur cette vidéo sur le néolibéralisme, elle n'a à aucun moment défini le libéralisme de manière explicite. Elle part sur une vision du néolibéralisme dont on a parlé, qui n'est qu'un cas particulier, qui n'est pas inintéressante, mais qui n'est pas le même que le New Deal, qui n'est pas le même que le colloque Lippmann et autres. Donc voilà, sa théorie n'est qu'une théorie parmi d'autres. Et puis elle donne des arguments en fait pour critiquer le néolibéralisme qui sont en fait des arguments de libéraux qui ne sont pas aboutis, qui n'ont pas compris Bastia. C'est peut-être ça la conclusion, c'est que voilà, on peut inviter Natacha Polony à lire Bastia, à lire la loi de Bastia, les harmonies économiques. Ça sera. Oui, surtout que ce sont quand même des choses qui ont été écrites en 1848, si nous souvenons. 1850 ans et même plus. 170 ans. Il y a 170 ans. Oui, c'était sur le sujet justement des grains, justement du libre-échange des grains entre l'Angleterre, la France, l'Europe. Exact. Et c'est les mêmes sujets, quoi. C'est exactement le sujet. C'est exactement pareil. C'est sur les barrières douanières, c'est l'ouverture, c'est la protection des consommateurs par rapport à la protection des producteurs. C'est la même chose. Et ça fait 170 ans que ça a déjà été réglé. Ouais. Très bien. Donc, Madame Polony... Je vais mettre le lien, la loi de Bastia et harmonie économique dans les commentaires. Excellente idée. C'était une excellente idée. Pour le commander, je vais mettre sur Amazon, ça va l'énerver. Je crois que ça coûte 5 €, c'est 3 francs 6 sous, c'est 3 fois rien. Oui, ça vaut rien. Oui, ça coûte pas cher là. Pas cher. Pas cher. Grâce au néolibéralisme. Bon, merci Stéphane. Mais je t'en prie.